Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Un groupe lié à l'organisation terroriste Daesh revendique ce soir l'enlèvement d'un touriste français en Algérie. Dans une vidéo non encore authentifiée par le Quai d'Orsay, l'homme de 55 ans dit être retenu par un groupe armé qui menace de l'exécuter si les frappes aériennes françaises ne cessent pas en Irak. Et c'est une information qui intervient alors que la France est directement menacée. Le groupe terroriste Daesh a appelé ses partisans à tuer des ressortissants français et américains. La France n'a pas peur, a lancé ce matin Bernard Cazeneuve. On en parle ce soir avec de nombreux invités en notre compagnie. Dans l'actualité, cette question, Nicolas Sarkozy a-t-il convaincu les Français? Un peu plus de 8 millions de téléspectateurs étaient devant le journal de France 2 hier. Et premier renseignement dans les sondages, l'ancien président est plébiscité à droite. Mais sur l'ensemble des Français, une majorité de sondés ne l'ont pas trouvé convaincant sur les solutions à apporter à la crise. Débat tout à l'heure avec d'autres invités. En déplacement en Allemagne, Manuel Valls a répondu aux attaques de Nicolas Sarkozy en vantant les atouts de la France. Le Premier ministre qui s'est vu accorder un satisfecit par Angela Merkel sur les réformes menées. Mais la chancelière a de nouveau douché les espoirs d'une hausse des dépenses publiques en Allemagne. Enfin, la situation est toujours bloquée à Air France. Les syndicats ont rejeté la proposition de la direction de suspendre le projet de Transavia Europe, la filiale low cost d'Air France. Tous les éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Un Français a donc été enlevé dans l'est de l'Algérie. Âgé de 55 ans, l'homme a été kidnappé dans une région montagneuse. Pas de précision pour le moment sur les circonstances de ce rapt par le Quai d'Orsay. Mais une vidéo non authentifiée le montre avec des hommes armés. François Hollande a téléphoné ce soir au Premier ministre algérien. Et tout cela intervient alors que la France a été directement menacée par le groupe Daesh. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Aux raids aériens menés par la France en Irak, le groupe terroriste Daesh répond dans un enregistrement audio par des menaces directes visant les Français. Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales Français, alors tuez-le de n'importe quelle manière. Le ministère de l'Intérieur a aussitôt réagi, martelant que la France n'a pas peur. La France n'a pas peur parce qu'elle n'entend pas céder au piège des terroristes. Elle sait que l'unité, la sérénité et la vigilance des citoyens constituent la meilleure des réponses qui puissent leur être opposées. Le Quai d'Orsay appelle ce soir les Français à la plus grande prudence dans une trentaine de pays. En France, le niveau du plan Vigipirate n'a pas été élevé, mais la surveillance autour des bâtiments confessionnels ou symboliques a été renforcée. Une menace des djihadistes à prendre donc au sérieux, même si elle relèverait surtout d'un coup de communication. C'est une menace essentiellement psychologique. S'ils avaient les moyens de faire ce qu'ils rêvent de faire, il se passerait vraiment des choses graves. Non, il y a beaucoup de provocations, il y a beaucoup de cinéma dans ce qu'ils font. Ils veulent en fin de compte nous mettre dans un état de fébrilité mentale qui fait que nous sommes déstabilisés avant même que n'arrive quelque chose. La France se dit déterminée à combattre les djihadistes, dont les appels au meurtre témoignent un peu plus, selon elle, de la barbarie de ces terroristes. Et nos invités ce soir, le grand reporter Renaud Girard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également ce soir Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Le magistrat Serge Portellit avec nous, bonsoir. Bonsoir. Également président de la Chambre près de la Cour d'appel de Versailles et membre du syndicat de la magistrature. Alors messieurs, avant d'évoquer l'actualité politique, cette actualité tragique ce soir, Renaud Girard, un enlèvement, il n'y a pas encore, la vidéo n'est pas encore authentifiée, on restera donc prudent ce soir, mais il y a ce contexte de menace où la France est directement visée. Oui, dans la même journée, on a eu l'émission d'une menace par l'État islamique, par porte-parole du calife Ibrahim, celui qui a pris Mossoul il y a quelques mois, qui domine donc l'est de la Syrie et l'ouest de l'Irak, de menacer la France de représailles contre tous les Français, où qu'ils soient dans le monde, si la France continuait ses frappes aériennes contre l'État islamique. Et bien, juste quelques heures plus tard,
des militants se réclamant du calife Ibrahim, de l'État islamique, ont pris en otage un Français. C'était un randonneur, c'était un guide de montagne qui passait ses vacances en Kabylie, parce que pour faire chanter le gouvernement français, la France, pour que la France arrête cette guerre qu'elle a commencée à l'État islamique. Sans doute ont-ils été encouragés par le fait qu'hélas, notre pays, par le passé, a payé des rançons, donc en fait a cédé au chantage, alors que l'Angleterre et les États-Unis sont beaucoup plus durs à cet égard. Enfin, je n'imagine pas une seule seconde que nous pourrions céder à un tel chantage. On n'est pas là pour le moment. On a appris la nouvelle ce soir. Il reste encore à authentifier cette vidéo. Mais Yves Tréhard, quand même, sur la rapidité des événements. Il a été kidnappé hier, hein, précisons-le. Les menaces, cette vidéo a été envoyée aujourd'hui. Il y a directement la France qui est visée et nous qui sommes en première ligne. D'après ce que j'ai compris, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, c'est que ce groupe a fait allégeance à l'État islamique. C'est un groupe qui s'est écarté de Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec qui il n'était plus tout à fait d'accord. On ne sait trop sur quoi d'ailleurs, et il a fait allégeance à l'État islamique. L'État islamique, comme vous le savez, on le combat en Irak sans le combattre en Syrie, ce qui montre quelques contradictions. Et évidemment, ceux qui ont fait allégeance essayent de se montrer les plus intéressants possibles pour la maison mère, et dans ce cas-là, ils sont les plus violents qu'on peut imaginer. Donc là, il lance un ultimatum. Ça sera bien difficile de savoir comment on peut négocier avec eux. Qu'est-ce qui peut se passer si on arrive à négocier? Et si on doit négocier, comme le disait fort justement En tous les Renaud. cas, il y a bien sûr une coopération entre la France et l'Algérie. Le président français a appelé aujourd'hui le Premier ministre ce soir algérien. L'Algérie est vraiment aussi très impliquée dans cette lutte contre le terrorisme. Elle est en première ligne. Elle est en première ligne. Il ne faut pas l'oublier, les pays arabes et notamment l'Algérie. L'Algérie a eu une guerre qui a fait plus de 100 000 morts, qui a duré presque 10 ans, où finalement, en fait, c'est l'État qui a gagné contre les militants islamistes, puisque finalement, l'État n'a pas fléchi, n'est pas tombé, mais une guerre extrêmement cruelle. À côté de la guerre, d'ailleurs, notre propre guerre d'Algérie était rien du tout, à côté de cette guerre civile à l'intérieur de l'Algérie, avec des massacres horribles de part et d'autre. Et elle tient bon. Et aujourd'hui, on a, si vous voulez, mais il faut reconnaître que la Libye, par exemple, qui est un pays voisin, lui est complètement déstabilisé par les hordes de militants a publié islamistes. ce soir une liste de pays à éviter, dont ces pays-là et la Libye. Ce qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps d'ailleurs, parce que ça, je comprends on pas. A trop tardé, évidemment, justement, on a trop tardé. à prévenir nos ressortissants. Il faut vraiment éviter. Là, en plus, c'est un touriste, donc il fallait vraiment éviter que les Français aillent faire du tourisme dans des zones qui sont réputées extrêmement dangereuses depuis fort longtemps. Je veux préciser qu'on va vraiment rester prudent ce soir en attendant que cette vidéo soit vanté d'avoir introduit la démocratie en Libye et on y a introduit le chaos et l'islamisme. On a assisté malheureusement évidemment à ces atrocités. C'était l'exécution d'un otage américain puis britannique. Et là, c'est un Français qui est pris en otage après notre intervention directe. Est-ce qu'il y a le risque, dans quelques jours, on anticipe un peu, qu'il y ait un débat sur notre implication en première ligne aux côtés des États-Unis ? Qu'il y ait un débat, ça me paraît à peu près évident. Mais ce qu'on a l'air de découvrir, c'est qu'on est en guerre. Et c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, on participe à une guerre moderne qui nous étonne un peu parce qu'on a toujours l'impression que ces guerres modernes, depuis la guerre d'Irak, il suffit de regarder à la télévision, qu'on va prendre des cibles, qu'il y aura des drones, et puis qu'on peut regarder ça tranquillement assis dans son fauteuil comme s'il ne se passait rien. Les guerres modernes, c'est pas ça du tout. Et en plus, je pense que parmi les guerres actuelles, c'est une des guerres, à mon avis, les plus terribles qui soient, parce que, peut-être faut-il regretter les guerres anciennes où on avait un ennemi, mais là, finalement, on en a 10, 20. Et là, on voit bien aujourd'hui, mais on verra demain, c'est telle branche, c'est tel dissident. On ne sait plus à qui on a affaire, et même à supposer qu'on veut y négocier. Je pense qu'on aurait bien du mal à savoir avec qui on veut négocier. Donc, il faut s'y faire. La France est aujourd'hui un pays en guerre. Et je pense que le ministre de l'Intérieur, ce matin, a eu raison de rappeler, avec des termes d'ailleurs choisis, qu'il fallait ne pas avoir peur. Ce qui veut dire aussi, en creux,
Il faut aussi quand même avoir un peu avoir peur et être oui. très vigilant. Mais vous rappelez justement ces différents groupes, hein, parfois inconnus, comme ce groupe armé en Algérie. On va en avoir plus de détails, Renaud Girard. Mais comment dire, ces connexions entre ces différents groupes, comment elles se font aujourd'hui? En fait, il faut se souvenir que le calife Ibrahim, donc cet homme qui avait réussi, qui était à la tête de cette progression incroyable, c'est un sunnite d'Irak, qui était professeur de religion à Samarra, c'est une ville du nord de l'Irak, et qui a donc s'est mis contre le gouvernement chiite mis en place par les Américains après leur invasion en 2003, et qui a grandi. Son groupe est devenu de plus en plus fort en Syrie et en Irak, et maintenant il veut encore s'étendre, et il y a aucune. Mais s'étendre au-delà de la région dont on parle. On parle plus d'Irak et de Syrie. Il s'est proclamé le calife, parce qu'en fait, le rêve de tous ces gens-là, qui était aussi le rêve de Bin Laden d'ailleurs, c'est de rétablir le califat, le rêve du califat des premiers siècles de l'islam, des deux premiers, c'est-à-dire du 7e et du 8e siècle de l'islam, c'est-à-dire où il n'y avait pas de frontières, où tous les musulmans étaient donc unis. C'est une hégémonie, on parle bien sûr que des sunnites, et il veut rétablir cela, et il demande aux groupes les plus islamistes de par le monde de prêter allégeance. Et ça a marché. Il y a des talibans en Afghanistan qui ont prêté allégeance au califat. Et maintenant, entre guillemets, sa cause. Yves Frère, comment la France maintenant, si la vidéo est authentifiée, comment allons-nous réagir? Nos avions sont en train de bombarder. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, mais je voudrais continuer. Vous avez une expérience sur la politique étrangère de la France. Ce que je dis, Renaud, est très important, c'est que la grande crainte de la France, c'est qu'il y ait une jonction qui s'opère entre tous les califats. C'est que grosso modo, que de Bagdad et Damas jusqu'à Lagos, eh bien, vous ayez une espèce de croissant qui se forme à travers la Somalie, à travers la Libye, le sud libyen qui est complètement hors de contrôle, je dirais, et à travers aussi Boko Haram, qui est un autre califat revendiqué, celui-ci, qui occupe le nord du Nigeria, qui occupe une partie, enfin un petit bout du Cameroun. Et heureusement, enfin d'une certaine façon, je ne sais pas, on verra que la France marque une césure justement avec le Mali et la Centrafrique pour justement que cette sanction ne s'opère pas. Mais il y a un risque majeur. Après, dans la négociation vis-à-vis de ce groupe-là, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. 24 heures, vous savez, les ultimatums parfois sont repoussés. Il y a la question du financement également, Jean-Luc Gombault. On verra quelles sont aussi leurs revendications, mais la question du financement de ces groupes, leur présence, etc., justement, sur quoi s'appuie-t-il? Essentiellement sur la contrebande. Bon, il y a le financement via le paiement des rançons dont on a parlé il y a 2 minutes, et également la contrebande en matière pétrolière, les exactions diverses, les pillages divers et variés, notamment parce que sur les populations qui s'enfuient, qu'on prend leurs biens. Vous parliez de guerre moderne. En fait, c'est un mélange de guerre moderne et totalement archaïque. C'est-à-dire que le paiement de rançon, on connaissait ça bien dans la guerre de 100 ans, jusqu'au roi de France d'ailleurs, à qui on avait demandé une rançon pour le libérer. Donc c'est un mélange qui donne à cette guerre une complexité absolument étonnante. C'est-à-dire que c'est un mélange de toutes les guerres qui ont eu jusqu'à présent, jusqu'à la plus grande des modernités. Comment sont-ils financés? Par des pillages, tout simplement. Merci messieurs, merci beaucoup. Oui, beaucoup de dons de privés. Enfin, maintenant, je pense que le Qatar a arrêté, mais il y a quand même, ils ont laissé passer énormément de dons en provenance des Émirats vous parlez du du Golfe Qatar, est-ce que les Persique, pays arabes, tout comme les pays occidentaux qui font partie de cette coalition, risquent d'être touchés également justement par ce genre de crimes et de rapts? Ah ben bien sûr qu'ils peuvent avoir un retour de flamme. L'Arabie Saoudite s'en aperçoit depuis quelques années. Elle n'a pas cessé de financer les écoles les plus extrémistes, les prédicateurs les plus extrémistes, et elle s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui un retour de flamme. Elle s'en aperçoit un peu tard, parce que ça pourra bien sûr venir chez elle, mais elle a joué avec le feu, y compris en Algérie d'ailleurs, pendant 30 ans, oui. Merci beaucoup, Renaud Girard, grand reporter, je le rappelle. Et je précise le titre de votre livre, Que reste-t-il de l'Occident? C'est à paraître bientôt, c'est cela? Le 1er octobre chez Grasset, je le signe avec Régis Debray. Et on aura l'occasion de vous recevoir sur ce sujet. Merci à vous. Alors on va poursuivre, messieurs, notre discussion. Autre sujet dans l'actualité, actualité politique. Et cette question, Nicolas Sarkozy a-t-il convaincu les Français? Un peu plus de 8 millions de téléspectateurs étaient devant le journal de France 2 hier. Et premier renseignement dans les sondages, l'ancien président a largement convaincu son camp
Mais ce n'est pas le cas de la majorité des Français, même si les sondages, vous allez le voir, sont plutôt équilibrés. Les réactions politiques sont recueillies par Mounir Soussi. Regardez. Nicolas Sarkozy à la une de tous les journaux, une nouvelle qui enchante forcément ses proches, qui voient enfin le retour d'un chef avec l'autorité nécessaire pour rassembler son camp. Il a la politique de main tendue, on l'a bien vu hier, à l'égard de Juppé, à l'égard de Fillon, il a dit des choses très aimables, qui sont plutôt rassurantes pour tout le monde. Et donc on va arrêter les chicayas entre nous qui exaspèrent nos militants. Un discours d'unité au moment où les premières tensions apparaissent. Alain Juppé, en course pour l'Elysée, réaffirme sa détermination. Il ne reculera pas face à Nicolas Sarkozy, même si pour l'instant il joue l'apaisement. J'ai été sensible aux paroles aimables qu'il a eues à mon égard. J'ai fait de même d'ailleurs hier à Angoulême. Donc voilà, je pense que cette élection va bien se passer. Il y a 2 mois devant nous pour l'organiser dans les meilleures conditions. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Des sourires de façade pour masquer les éventuelles divisions. À gauche, on ne se prive pas d'appuyer sur ce risque dans les rapports entre Nicolas Sarkozy et ses futurs adversaires. Je constate qu'il les traite avec beaucoup de condescendance. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a un style Sarkozy qui va créer des divisions, de la difficulté dans son propre camp. Il prétend rassembler les Français, il divise son camp. Au Front National, si on critique l'intervention de Nicolas Sarkozy sur le fond, c'est surtout la forme qui irrite. Je n'aime pas ces techniques de communication qui sont maintenant tellement visibles et je pense tellement rejetées des Français. Ils ne veulent plus de cela. Ils ne veulent plus être dirigés par des communicants. Hier soir, Nicolas Sarkozy lançait son offensive médiatique. Elle durera au moins jusqu'à fin novembre, date de l'élection du nouveau président de l'UMP. L'analyse de l'actualité avec nos invités et comme d'habitude, je précise que vos réactions et questions sont relayées en direct via le hashtag le 22h et on va parler ce soir évidemment de l'interview de Nicolas Sarkozy qui lance la bataille à droite. D'abord Yves Tréhard, on commence par les premiers enseignements des sondages. Déjà c'est un plébiscite dans son camp, sans surprise? Ça, c'est pas très surprenant. Hein. On sait que son camp est soudé derrière lui. Il y a toujours eu des fans de Nicolas Sarkozy. C'est très simple. À droite, vous avez des gens, un peu comme d'ailleurs chez tous les Français, vous avez des gens qui ne voient que par lui. Et puis, vous avez des gens qui se sont écartés de lui parce que, justement, ils trouvaient qu'il n'habitait pas. C'est marrant parce que ce sont des remarques que l'on retrouve aujourd'hui avec le président actuel, qu'il n'habitait pas la fonction présidentielle, qu'il était un peu trop nerveux, un peu trop impulsif, impétueux, et que, eh bien, on a une vision de la présidence qui est très monarchique chez nous, très gaulienne finalement. Donc voilà. Donc c'est pas très surprenant qu'il essaye de, enfin qu'il soit populaire. Là. Mais... Il y a une chose qui est intéressante, si vous voulez, et l'intervention qu'il a faite hier me conforte dans cela. C'est que, et peut-être fait-il une erreur d'ailleurs, tout comme François Hollande, ils font et l'un et l'autre une campagne de premier tour. Surtout Nicolas Sarkozy. Bon, vous me direz, il vient de commencer. Oui. Mais il fait une campagne de premier tour qui consiste à dire, de toute manière, je vais gagner, enfin, je vais être qualifié, et au deuxième tour, je me retrouve devant Marine Le Pen. Et face à Marine Le Pen, il y a un réflexe qui ne sera pas le réflexe républicain de 2002, où on était arrivé dans un deuxième tour 80-20%, qui sera sans doute beaucoup plus étroit que ça, mais il fait ce calcul-là. Déjà. Oui, et on le sent, le discours qu'il a hier est un discours rassembleur, il dit qu'il rassemble, il dit que... Mais ce qui est étonnant, c'est que... Moi, je ferai 2 remarques par rapport à ce qu'il a fait hier. La première, c'est que c'est beaucoup trop long. 40 minutes, ça prête, si vous voulez... Et pourtant, il y avait de l'appétit, mais au oui, mais niveau ça des audiences, ça prête l'occasion à un mauvais contrôle, à des embardés, je dirais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, probablement, pour aller plus loin chez les gens qui ne sont pas nécessairement sarkozystes pur sucre, c'est qu'il parle moins de lui. Et ce qu'on lui reprochait jusque-là, c'était, quand il était président, c'est de parler beaucoup de lui. Il faut qu'il parle davantage des Français. Il a utilisé d'autres mots, Serge Portelli. Il a appelé au rassemblement le plus large possible. Et dans sa tribune, avant son intervention, il a parlé également d'apaisement. Vous lui avez souvent reproché, justement, dans la magistrature, d'opposer, de cliver. Est-ce que vous croyez désormais qu'il respectera sa parole ? Moi, je ne m'intéresse pas à l'homme Sarkozy, qu'on soit bien d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est le sarkozysme, ce sont les idées. Hein.
Donc, je suis obligé de regarder quand même et ses discours. C'est une précision pertinente. Oui, c'est une précision, surtout quand on est magistrat et surtout quand on est membre du syndicat de la magistrature et qu'on nous ressort à chaque fois le mur des cons. Et qu'on vous dit que vous êtes politisé, voilà, peut-être pas à tort, on vous donc, dit pas souvent à tort d'ailleurs. Oui. En fait, la remarque d'Yves Tréhard me paraît très juste. 40 minutes, c'était trop long. Et en fait, on a vu en 2 épisodes l'homme tel qu'il est. C'est-à-dire que dans un premier temps, je pense qu'il a suivi les conseils qu'on lui avait donnés. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait beaucoup de silence dans ce qu'il disait. Il prenait sa respiration, il attendait, il devait compter certainement 1, 2, 3 secondes, paf, je repars. Donc c'était bien, c'était calme, c'était... Bon, voilà pour la forme. Puisque vous vous intéressez aux idées. La seconde partie n'avait absolument rien à voir, parce que là, il a commencé à être, comme il est un peu d'habitude, pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui ne peut pas s'empêcher. Et effectivement, on a senti que les questions du journaliste, qui me paraissait très bon, qui a fait honneur à sa chaîne, étaient un petit peu pointues, un petit peu agaçantes. Et on a senti le Nicolas Sarkozy qu'on connaît, qui a commencé à s'énerver, qui a commencé à avoir des tics un peu nerveux. Et voilà. Donc je pense que les Français n'ont pas été tellement surpris. Pardonnez-moi, là vous êtes sur l'homme. Hein. Vous me parlez d'éthique, je vous parle du fond c'est parce et que des idées. je pars, je réponds à Yves Tréhard qui m'embarque là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de fond en même temps dedans. Mais sur l'apaisement, la promesse d'apaisement, est-ce que vous y croyez? Parce que vous l'avez souvent critiqué sur ce point-là précis. Écoutez, là, Nicolas Sarkozy s'embarque dans un combat qui me paraît très difficile, un peu prématuré, mais il ne peut pas faire autrement. Si vous voulez être président de la République en France, sous la Ve République, il faut avoir un parti puissant. C'est une machine de guerre. Ah, c'est une machine, vous êtes obligé de la prendre. Donc là, il n'avait pas le choix, et je pense que c'est presque contre son gré qu'il s'est lancé dans cette bataille, qui me paraît, je le répète, prématurée, alors que normalement, il aurait mieux fait, et je pense qu'il en était d'accord, de s'engager peut-être 1 an et demi au plus tôt dans cette bataille. Alors il y a la machine de guerre, donc là, et puis il va être obligé, et la politique, non seulement de batailler contre ses adversaires ordinaires, j'allais dire la gauche, l'extrême droite, mais il va être obligé de s'empêtrer dans un combat qui risque d'être meurtrier pour l'UMP ou ce qui suivra, parce qu'ils vont être obligés pendant des mois et des mois de s'entretuer. C'est le principe d'une primaire pour en sortir gagnant. Sur le programme, Jean-Luc Gombault, ce n'était pas encore le moment hier, mais Nicolas Sarkozy, au-delà de sa volonté de rassembler, a-t-il donné plus d'éléments sur son orientation politique et économique à venir? En tout cas, sur les questions économiques, non. Et le moment où il s'est le plus énervé, vous parliez de l'énervement de Nicolas Sarkozy face aux journalistes, c'est au moment où il parle un peu du bilan, notamment sur les questions de l'emploi, la croissance, etc. Et donc là, on l'a senti... alors c'est vrai que c'est pas le moment. Parce que le moment, aujourd'hui, pour lui, c'est la conquête du parti. Parce qu'il y a une contradiction un peu dans ce que vous dites. Il est obligé de prendre le parti s'il veut prendre la présidence. Il a fait la campagne de Balladur. Et il sait très bien que quand vous n'avez pas une organisation de masse derrière vous, vous ne pouvez pas accéder. Et s'il avait attendu 1 an et demi, c'était beaucoup trop tard pour prendre ce parti. Donc il a besoin de prendre ce parti. Mais sur les questions des propositions, il n'en est pas là. D'ailleurs, lui-même, il dit, c'est le parti qui fera un programme, qui fera un projet. Mais des propositions, il y en a eu ce matin dans l'éditorial du Figaro qui préconisait un Big Bang décomplexé. Est-ce que vous croyez, Yves Tréhard, que les Français attendent cela? Si vous voulez, c'est sûr que le bilan de la France aujourd'hui, le bilan économique et le bilan moral, est quand même assez négatif. Le bilan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je crois que là où on ferait une erreur, c'est en pensant que c'est simplement en jouant sur l'économie qu'on redonnerait une espèce de confiance, une fierté chez les Français qui tentent à s'évanouir, à disparaître. Et je pense qu'il faut jouer sur d'autres leviers qui ne sont pas des thèmes d'ailleurs, contrairement à ce qu'on cultive, à ce qu'on dit, qui ne sont pas des thèmes de droite ou de gauche. Je pense qu'il y a un réel problème culturel en France. Et il faut aller au-delà des clivages. Il faut aller au-delà des clivages. Alors ça, pour le coup, c'est encore des mots. Il n'a pas fait de programme, mais il a dit quelque chose qui est le rassemblement.
qui était quand même un mot qui était un peu étranger à son vocabulaire pendant son et le quinquennat. mot apaisement également. On lui reprochait justement d'être clivant. Donc là, c'est la première des choses qu'il est dite. D'ailleurs, il faut rassembler. Ce qui est intéressant, parce que le rassemblement, ça veut dire quoi pour lui? Est-ce que ça veut dire de rassembler sa droite, c'est-à-dire ses fans, c'est les gens qui sont sûrs de lui? Au-delà, on imagine, oui. Oui, mais est-ce que c'est pour aller vers la droite, vers le Front National? Est-ce que c'est pour aller vers le centre? Si vous allez vers le centre, bah vous perdez du côté du Front National. Si vous allez vers le Front National, vous perdez. Bon, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que je crois que le prochain président de la République, quel qu'il soit, ne pourra pas agir en agitant seulement les leviers économiques. Il va falloir agiter le meilleur rassembleur. Le meilleur rassembleur sur le plan culturel également. Et il y a évidemment Alain Juppé qui répond entre guillemets à Nicolas Sarkozy, qui le met en garde, ce sera dans les colonnes du Sud-Ouest demain, contre l'abandon des primaires qui serait un point dur du conflit. Ça rejoint ce que vous disiez, Serge Portelli, c'est une bataille à droite. Oui, mais c'est une bataille à droite, mais pas simplement, j'allais dire, pour l'UMP, parce que ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que le Parti socialiste a beaucoup évolué, en tout cas dans ses instances dirigeantes, et que le Parti socialiste a quand même évolué vers un social-libéralisme, on va appeler ça comme ça, où Nicolas Sarkozy pourrait trouver très bien de quoi faire son marché. Donc le débat va être un peu plus compliqué qu'on ne le pense, et en fait le débat va se situer, hélas, pour moi, à droite. Social-libéralisme, Manuel Valls, on le précise, était évidemment à Berlin aujourd'hui, où il a évoqué ces réformes avec Angela Merkel. Je voulais vous faire réagir à la une, à paraître demain de Libération, qui titre évidemment sur l'organisation terroriste djihadiste, mais également sur les affaires Nicolas Sarkozy et Serge Portelli. Voici au-dessus les écoutes téléphoniques. La police accable Sarkozy avec des PV sur cette fameuse affaire des écoutes téléphoniques. Est-ce que c'est encore du vent ou du vrai? Écoutez, je crois qu'il y a encore 2 ans et demi avant les présidentielles, donc vous aurez à peu près toutes les semaines un procès-verbal d'une des affaires, un compte-rendu d'écoute. Le secret de l'instruction, vraiment, c'est le secret le plus partagé entre les journalistes et les magistrats. Entre les journalistes et les policiers, je dirais. Yves Tréhard. Ces embûches judiciaires. Non mais tout le monde sait que Libération n'a pas vraiment une sympathie profonde pour Nicolas Sarkozy. Ils nous ont fait, je fais pas le procès de mon confrère, loin de moi cette idée, mais ils nous ont fait la semaine dernière toute une sortie sur un fonds d'investissement dans lequel Nicolas Sarkozy était de près ou de loin mêlé. Je cherche encore où est, si vous voulez, la faille judiciaire qui permette de soupçonner Sarkozy. Donc, je suis prudent, j'attends de lire ce qu'ils ont, puisque je n'ai pas lu encore Libération, et on verra après. Mais si vous voulez, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que de toutes les affaires judiciaires qui suivent Sarkozy depuis qu'il a quitté l'Élysée, il y en a quand même beaucoup qui se sont éteintes. Non pas parce que la justice n'a pas fait son travail, c'est les juges, ce sont les juges eux-mêmes qui ont décidé. Mais il est néanmoins, dans une autre affaire, mise en examen. Nicolas Sarkozy veut absolument supprimer les juges d'instruction. Pour l'instant, c'est un autre débat et il aura l'occasion d'en reparler également. Il n'y est pas parvenu. Il le dit encore, mais il n'a qu'à s'en féliciter. Pour l'instant, il a des non-lieux. Et il vous trouvera comme opposant sur ce sujet. On n'en doute pas. Merci. En tant que magistrat, je serai neutre. Vous serez neutre. Oui. Merci Serge Portelli, Jean-Luc Gombault, Yves Tréhard. Merci d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal et je vous en rappelle la principale information. C'est un groupe lié aux djihadistes de l'État islamique qui a revendiqué ce soir, dans une vidéo non encore authentifiée, le rapt d'un Français en Algérie et menacé de l'exécuter dans les 24 heures si la France n'arrêtait pas ses frappes en Irak. La revendication de cet enlèvement a eu lieu quelques heures seulement après un appel de l'État islamique à tuer des citoyens de pays appartenant à la coalition internationale. Voilà pour cette information. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est votre soirée documentaire sur Public Sénat. Belle et douce nuit à vous, à demain, avec plaisir.